Dans la séquence précédente, nous avons vu ce qu'est le TDAH et qu'il s'agit d'un trouble du développement qui interfère avec le fonctionnement de la personne dans les différents domaines de sa vie, comme sa vie personnelle, familiale, scolaire ou encore professionnelle. Je m'appelle Stéphane Eliès, je suis professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Je suis aussi directeur d'une fondation, la Fondation Pôle Autisme, qui s'occupe d'enfants avec des troubles du développement en général. Dans ce contexte, depuis maintenant plus de 30 ans, je vois des enfants, des adolescents et des adultes qui ont des problèmes d'attention, souvent combinés avec d'autres difficultés. Si on regarde maintenant de façon plus approfondie les critères qui définissent le TDAH, on voit qu'ils sont composés de deux grands domaines. Le premier domaine est celui de l'inattention, qui va s'exprimer sur le plan du comportement de la personne par une distractibilité, un manque de persévérance. Ceci va se traduire par exemple par une forme de fatigabilité, de la peine à soutenir son attention, enfin le fait d'être plutôt désorganisé. Bien sûr, tout cela est dû aux difficultés d'attention de la personne. Il ne s'agit évidemment pas d'une forme d'opposition volontaire ou encore une forme de défi face à une situation dans laquelle un enfant ou un adulte ne veut pas se retrouver. De façon formelle, les chercheurs et les experts en TDAH ont défini que pour que l'on puisse parler d'inattention chez le jeune, il faut qu'il y ait au moins 6 symptômes ou plus qui persistent depuis au moins 6 mois et que ces symptômes aient un retentissement négatif aussi bien sur les activités sociales, scolaires que professionnelles. Chez les grands enfants ou les adultes, on estime que 5 symptômes au moins sont requis pour parler d'inattention. Alors, passons en revue les symptômes ou les critères d'inattention. Le premier symptôme est le fait que la personne ne parvient pas à prêter attention aux détails. Elle va faire des fautes d'étourderie dans son travail scolaire ou même dans d'autres types d'activités. Le second critère est le fait que la personne a souvent du mal à soutenir son attention, que ce soit au travail ou même dans des activités de jeu. Elle va perdre le fil des conversations, elle va se perdre dans la lecture d'un texte par exemple. Le critère suivant, c'est que la personne semble souvent ne pas écouter alors même qu'on lui parle directement. On a l'impression qu'elle est comme dans la lune. Souvent, la personne ne va pas répondre aux consignes ou elle n'arrive pas à aller au bout des tâches ou des devoirs. Elle commence une tâche, mais elle se perd en route. Elle a du mal à s'organiser dans des travaux, des activités. Elle aura de la peine à gérer une tâche qui va nécessiter des étapes successives. Ou encore, elle aura de la peine à garder ses affaires rangées, en ordre. Son travail est souvent décrit comme brouillon, désordonné. Elle a de la peine à respecter les délais. La personne perd souvent des objets qui sont nécessaires à son travail, à ses activités. Elle perd les choses, elle perd les crayons, les livres, les outils, les documents scolaires, ses lunettes, son téléphone, ses clés. Elle peut se laisser distraire par des choses qui surviennent autour d'elle. Un enfant va regarder par la fenêtre, un adolescent ou un adulte va se laisser déranger par des pensées sans rapport. On parle des pensées parasites. Enfin, la personne avec un déficit d'attention oublie fréquemment les choses. Elle va oublier qu'elle doit faire des courses, rappeler un ami au téléphone, payer une facture. Elle va oublier son rendez-vous de l'après-midi. Voilà pour les critères d'inattention. Passons maintenant à la définition du second grand domaine, le domaine de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Quand on parle d'hyperactivité, on parle d'une activité motrice qui est franchement excessive, comme par exemple un enfant qui court partout, qui a la bougeotte, qui a l'air monté sur des ressorts, qui tapote sur les doigts ou qui bavarde sans cesse. Chez l'adulte, la manifestation d'hyperactivité est différente. Par exemple, ça peut être une activité, une agitation extrême, souvent fatigante pour les autres, ou quelqu'un qui est constamment dans l'action. L'impulsivité, elle, se définit comme le fait de se précipiter, agir trop vite, sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences possibles. L'impulsivité peut être motivée par l'envie d'avoir une réponse immédiate ou une incapacité à attendre pour se faire plaisir. Une des manifestations de l'impulsivité peut être le fait qu'on va imposer sa présence, interrompre des jeux avec d'autres enfants, interrompre une conversation, couper la parole ou encore accepter un engagement sans même avoir réfléchi aux conséquences. Pour que l'on considère que la dimension d'hyperactivité et d'impulsivité soit remplie, il faut qu'au moins 6
ou plus des symptômes suivants soient présents pendant au moins 6 mois. À nouveau, chez l'adulte de 17 ans ou plus, 5 symptômes seulement sont requis. Typiquement, c'est une personne qui remue, se tortille, bouge beaucoup sur son siège. Une personne qui se lève beaucoup alors même qu'elle est censée rester assise, comme dans une salle de classe ou encore au travail. Une personne qui grimpe sur les choses, quitte à se mettre en danger, ou qui bouge trop alors même que ce n'est vraiment pas approprié. Une personne qui est incapable de se tenir tranquille dans les jeux, des activités de loisirs. La personne, on dit qu'elle est montée sur des ressorts, constamment sur la brèche. Une personne qui peut être perçue comme impatiente ou vraiment difficile à suivre. Une personne qui parle trop. Le fait de toujours laisser échapper les réponses ou de répondre à une question avant même qu'elle soit complètement posée. De la peine à attendre son tour, par exemple dans une file d'attente ou un jeu. Le fait d'interrompre constamment les autres ou d'imposer sa présence dans un jeu, une activité, une conversation. Parfois, chez les adolescents ou les adultes, ceci se manifeste par une forme d'impulsivité dans les activités des autres. Pour que l'on considère le trouble comme étant complet, il faut que ces symptômes soient survenus avant l'âge de 12 ans, qu'ils soient présents dans plusieurs contextes, comme par exemple la maison, l'école, le travail, avec ses amis ou à l'extérieur, dans des activités de loisirs. Tous ces symptômes ont finalement un impact et vont réduire la qualité de vie, du fonctionnement de vie sociale, scolaire, professionnelle de la personne concernée. Dans cette vidéo, nous avons vu que le TDAH est défini par 2 grands domaines symptomatiques. Le déficit d'attention d'une part, l'impulsivité et l'hyperactivité d'autre part. Il faut qu'un certain nombre de symptômes soient présents dans chacun de ces domaines pour qu'ils puissent vraiment qualifier le diagnostic. Il faut que ces symptômes soient survenus avant l'âge de 12 ans pour qu'on puisse formellement parler de TDAH et que l'ensemble des symptômes ait un impact fonctionnel sur la vie de tous les jours dans différents domaines privés, scolaires, professionnels et sociaux. La définition de ce diagnostic est passée par un certain nombre d'étapes au cours de la compréhension du TDAH au cours de ces 60 dernières années. Dans la prochaine séquence, nous allons voir ensemble l'évolution du regard médical historique, mais aussi social, que les gens ont porté sur le TDAH au cours du temps.